Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à votre podcast Storia Voce. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos grands entretiens, une nouvelle édition qui nous emmène dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en effet au crépuscule de l'année 1944 que les Alliés décidèrent d'un procès exemplaire contre les criminels de guerre nazis. Véritable mise en scène américaine mais aussi soviétique, le procès de Nuremberg devint avec le temps un procès entre guillemets spectacle. Quelle est justement la ligne de démarcation entre le judiciaire et l'extrajudiciaire? Comment s'est organisée la recherche des preuves? Quel rôle les images vont-elles jouer dans ce moment judiciaire? Comment ce procès va-t-il s'organiser, notamment sur le plan logistique? Quelles en sont ces grandes étapes médiatiques? Et enfin, quelle en fut sa réception? Eh bien, Storia Voce vous propose non pas tant une histoire du procès en lui-même que de sa mise en scène. Et pour ce faire, je suis très heureux de recevoir à notre micro Sylvie Lindeperg. Sylvie Lindeperg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, professeure à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages et vous venez de publier chez Payot, Nuremberg, la bataille des images. Il ne s'agit pas d'une histoire du procès en lui-même, mais bien de cette mise en scène que nous allons évoquer au cours de cette émission. Alors Nuremberg, c'est avant tout, bien évidemment, cet événement judiciaire hors norme. Je cite Robert Jackson, le procureur en chef pour les États-Unis au procès. Aucun procès approchant celui-ci en magnitude n'a jamais été tenté. Événement véritablement hors norme. Oui, c'est un procès d'une ampleur inédite par toute une série d'éléments. D'abord, c'est le premier procès international qui va mettre aux prises les pays alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et la France. C'est un procès dont le principe va être acquis peu à peu au fil de la guerre, à partir de 1942, qui va nécessiter de longues négociations. Et c'est un procès qui est d'une ampleur inégalée par le nombre de documents amassés, par aussi l'exploit qui consiste à pouvoir conduire devant un tribunal ces accusés qui sont les principaux dirigeants nazis et de réunir toute une série de preuves permettant d'établir une sentence. Et donc premier procès international qui va être véritablement la matrice de la justice internationale et dans le même temps un exploit, j'ai envie de dire, à la fois en termes de constitution des preuves mais aussi en termes logistiques. Les Alliés ne disposent que de quelques mois, les Américains ont pris un peu d'avance, mais ils parviennent à réunir toutes les conditions qui vont permettre de juger les nazis et également de se mettre d'accord sur les principes juridiques, sur le nombre des accusés, sur les règles qui vont permettre de les juger, notamment au cours d'une grande conférence qui a lieu pendant l'été 45 à Londres et donc immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Alors nous allons revenir dans le détail sur tous les éléments que vous avez présentés. Vous écrivez tout d'abord que les Américains n'hésitèrent pas à transgresser la stricte séparation du judiciaire et de l'extrajudiciaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors je reprends ici l'idée qui a été portée par Hannah Arendt dans son livre fameux sur le procès Eichmann, où elle dit, parlant d'ailleurs de Nuremberg, que le principe de la justice, c'est juger et rien d'autre. Et elle fait valoir que la justice ne doit pas déborder de ces enjeux-là, qui sont établir les faits et arrêter une sentence. Or, dans le cas de Nuremberg et de nombreux autres procès, je pense en particulier au procès soviétique, vont être conjoints des enjeux judiciaires et extrajudiciaires. Et vous parliez de procès spectacle. En effet, cette notion est absolument fondamentale pour comprendre l'essence même du procès de Nuremberg. Et
on peut le lire à travers une catégorie avancée par le juriste Marc Oziel, qui parle de procès-spectacles libéraux. C'est-à-dire, en effet, de procès-spectacles par le fait qu'ils vont conjuguer des objectifs évidemment judiciaires, mais également des enjeux extrajudiciaires, en essayant de promouvoir un récit, des idées, des valeurs, et de mettre en scène également ce récit qui déborde très largement, parce que c'est aussi un récit de la guerre, un récit qui met en valeur la justice américaine, donc des enjeux qui vont transformer le prétoire en théâtre d'idées, mais avec cette différence fondamentale par rapport au procès-spectacle des régimes totalitaires, et en particulier des procès soviétiques, qui tient au fait que les droits de la défense sont respectés. Alors justement, il y a une fonction, au-delà du judiciaire, il y a aussi une fonction politique, une fonction pédagogique, est-ce que historique bien évidemment, mais est-ce qu'on parle aussi de fonction mémorielle à l'époque? Alors, en effet, ces enjeux sont en permanence conjoints, mêlés. Les enjeux politiques et internationaux dominent, mais ce qui est tout à fait intéressant pour l'époque, le procureur américain Robert Jackson évoque la question de l'histoire et marque sa préférence pour les archives écrites précisément parce que elles permettront aux historiens d'écrire l'histoire de la guerre et des crimes nazis. Donc ça, c'est l'élément central. Par ailleurs, en effet, il y a cette idée, sinon que le procès va véritablement servir la mémoire, l'expression ne revient pas souvent, mais en revanche, quand même qu'elle permettra de transmettre cette histoire aux jeunes générations par le biais du récit qui va être construit tout au long du procès et également par le truchement des images. Alors, vous présentez dans un premier chapitre les débats qui aboutirent à la création du tribunal de Nuremberg, parce que débat il y a eu, et vous allez très loin, parce que vous présentez même l'histoire de cette virgule qui va changer, de point-virgule, qui va changer même le cours en soi du procès. Alors, ces débats, ces enjeux, ils ont commencé dès 1942. Les pays alliés n'étaient pas tous favorables à l'idée d'un jugement des tribunaux nazis. En particulier, la Grande-Bretagne était très hostile à ce principe-là. Elle se souvenait d'abord du fiasco qui avait suivi la Première Guerre mondiale, où on avait tenté de juger les responsables allemands, et par ailleurs craignait par-dessus tout que le procès se transforme en tribune politique pour les accusés nazis. Et c'est la raison pour laquelle Churchill était favorable à une exécution sans procès et sans phrase en quelque sorte des hauts dirigeants du régime nazi. Donc ça, c'est le premier point évidemment qui a été fondamental. On a souvent tendance à parler de l'hostilité de l'Union soviétique. C'est inexact dans la mesure où les soviétiques ont été les premiers à accepter ce principe du procès, même si évidemment ils envisageaient ce procès comme un procès expéditif, ce qui n'a pas du tout été le cas puisque celui-ci a duré, il est aussi ample par sa durée puisqu'il a duré 10 mois. Et au cours de l'été 45, les choses vont se préciser parce que les délégations des 4 pays membres du tribunal vont se réunir à Londres pour discuter de tous les points de droit qui vont conduire à la mise en place du tribunal international. Les débats portent d'abord sur la définition des chefs d'inculpation, qui est absolument fondamentale. Et on voit à cette occasion des enjeux divergents entre les différentes délégations et parfois même à l'intérieur d'une même délégation. C'est le cas pour les crimes contre l'humanité, qui est bien évidemment un crime tout à fait nouveau et qui va permettre au tribunal de Nuremberg d'être véritablement matriciel pour la suite
des procès dans le cadre d'une justice internationale. Ce crime contre l'humanité, il est porté par certains juristes qui sont proches de Robert Jackson, qui sont, pour une partie d'entre eux, des juifs new-yorkais, très soucieux de juger l'antisémitisme du régime nazi et de punir le crime de génocide et d'extermination des Juifs. Et dans ce cadre-là, les négociations sont très longues, très complexes entre les différentes délégations. Robert Jackson étant, lui, beaucoup plus centré sur une notion qui revient malheureusement d'actualité, qui est le crime de guerre d'agression. Et pour lui, l'enjeu principal du procès de Nuremberg et d'une certaine manière d'assurer la paix par le droit international. Et c'est vraiment un croisé du droit qui pense que Nuremberg permettra d'une certaine manière de mettre fin aux guerres d'agression. Il y a une dimension morale, on ne l'a pas présenté, on a parlé de politique, on a parlé d'enjeux mémoriels, d'histoire, de pédagogie, mais il y a une morale, c'est très wilsonien au fond ce procès. Oui, c'est tout à fait exact. En particulier, le discours des Américains est porté par une vision extrêmement manichéenne et par des enjeux finalement rédempteurs qui font appel aux catégories du bien et du mal. Et on retrouve ce discours-là constamment dans les films préparatoires au procès, dans la campagne de presse qui est orchestrée par un proche de Robert Jackson. Il y a cette idée que le procès doit être l'occasion pour les Américains d'administrer une sorte de leçon morale. L'un des proches du procureur Jackson, qui est Bill Donovan, qui dirige à l'époque l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, évoque le procès de Nuremberg comme le plus grand conte moral qui ait jamais existé. Et on voit ici la mesure de cette dimension morale, cette volonté de faire de ce procès un acte de rédemption. Alors je reviens parce qu'on ne l'a pas évoqué sur l'histoire du point-virgule. Ah oui, l'histoire du point-virgule. Alors l'histoire du point-virgule est assez complexe à résumer sans citer tout le paragraphe qui s'y rapporte, mais en effet, suite aux longues discussions qui ont été établies entre les Alliés, il a été décidé de mettre en avant un concept qui vient du droit américain, qui est celui de complot. L'idée du complot est portée par des juristes proches de Jackson, qui estiment que l'idée de complot va permettre de juger les crimes commis par les nazis avant l'entrée en guerre. Donc, pendant toute la période de 1933 à 1939. Et ça, c'est un point fondamental qui va innerver toutes les discussions. La place qu'on va donner au complot en vue de commettre les différents chefs d'inculpation, donc le crime de guerre, le crime contre la paix et également le crime contre l'humanité. Et l'idée des juristes proches de Jackson était qu'on pourrait ainsi juger l'antisémitisme du régime nazi. Et dans ce cadre-là, il commence un long paragraphe qui évoque le crime de complot en rattachant le crime contre l'humanité à ce complot, mais ils ajoutent une virgule dans le texte qui permet effectivement de relier le crime contre l'humanité au complot et donc de remonter en 1933. Tel était en tout cas le souci des proches de Jackson. Jackson lui-même n'y attachait pas une importance fondamentale. Mais à la suite de traductions, les soviétiques, je crois, s'aperçoivent que la virgule a été changée par un point-virgule. Alors parfois ça n'a pas une importance considérable, mais ici ça en a une fondamentale parce qu'elle détache le crime contre l'humanité de cette logique du complot qui permettait de remonter à 1933. Ça a pour effet qu'un certain nombre de crimes antisémites commis pendant la période qui a précédé la guerre ne vont pas pouvoir être jugés, et il y a
un contraste absolument inouï entre, je dirais, ce point minuscule ajouté au-dessus d'une virgule, et puis l'effet qu'il va avoir en termes juridiques au moment du jugement. Alors comment s'organise la recherche des preuves? Il y a ce rôle incroyable de ce personnage inattendu, c'est John Ford qui est le réalisateur des Raisins de la colère et qui participe au procès tout d'abord en amont. John Ford va jouer un rôle très important pendant toute la phase de préparation du procès. Dès finalement mai-juin 1945, il est à la tête d'une section cinématographique qui s'appelle la Field Photographic Branch, qu'il a créée au début de la guerre au sein de l'OSS de Bill Donovan. Donc l'Office Strategic Service qui est la future CIA. Exactement, qui est donc l'agence de renseignement des États-Unis. Et Bill Donovan, qui est un général à la fois brillant et fantasque, attire à lui des esprits talentueux. Et il va accueillir John Ford, qui a aussi une réputation d'indiscipline, mais en même temps de génie, dans son organisation, faisant d'abord appel à lui pour documenter la guerre par la photographie et le film. John Ford va d'ailleurs filmer des combats, et notamment les combats dans le Pacifique. Et au moment de la préparation du procès, son groupe va être chargé de toute une série de missions qui finalement sont imbriquées les unes aux autres. La première, ça va être d'exhumer et d'assembler des images permettant de prouver les crimes nazis tels qu'ils ont été définis par la conférence de Londres. Donc les images qui sont retenues sont des images qui ont été filmées par les nazis eux-mêmes ? Alors, photographiées et filmées, et une partie d'entre elles sont en effet des images allemandes. Pas toutes. Mais j'ai envie de dire que c'est les plus importantes parce que pour l'équipe américaine, la reine des preuves, c'est évidemment le crime filmé par les criminels. Deuxième mission tout aussi importante, monter ces images dans des films qui seront donc projetés à l'audience. Réaliser par ailleurs un petit court-métrage destiné à préparer l'opinion américaine, qui est assez divisée sur cette idée du procès, à l'ouverture de Nuremberg. Ce sera un court-métrage intitulé That Justice Be Done, qui sera fait en effet par le groupe de Ford. Enfin, deux autres missions qui consistent à filmer les audiences. Dans les faits, le groupe Ford ne le fera pas, mais il est missionné également donc pour cela. Et enfin, d'utiliser ces images pour réaliser un grand documentaire qui porterait la vision du procès mis en œuvre par les Américains. Donc, ce sont des missions très considérables. Jamais les images n'ont joué un rôle si important et n'ont été imbriquées de cette manière. On peut trouver des précédents au cours desquels on a projeté des images. On peut trouver évidemment des précédents de procès filmés, d'audience filmée, mais jamais une entreprise aussi audacieuse, aussi ambitieuse, et qui met vraiment les images au cœur de la stratégie d'énonciation, on pourrait dire aussi du programme de propagande. Les Américains parlent du programme d'éducation des peuples, où les images vont donc jouer un rôle considérable. Et l'un des jeunes lieutenants qui travaillent dans la Field Photographic Branch écrit à sa femme un peu avant le procès que les Américains, avec leur enthousiasme habituel, sont en train d'organiser une sorte de Coney Island, donc évocation du Luna Park américain, tout en ajoutant nous ne tomberons pas dans la farce, mais ce sera un sacré bon spectacle. Donc on voit que cette idée-là, elle est portée par toute l'équipe de Donovan, et en particulier par ces cinéastes, réalisateurs, scénaristes talentueux qui ont été
appelé par John Ford pour travailler dans la Field Photographic Branch. Alors il y a un autre personnage qui est important, c'est Gordon Dean, le lieutenant Gordon Dean, qui possède un rôle de communicant. Est-ce que ce monsieur possède dans cette mise en scène un plan de communication, ce qu'on appellerait nous un plan de communication aujourd'hui? Oui, Gordon Dean est un personnage étrangement oublié. Or, il a joué un rôle absolument considérable pendant toute la phase de préparation du procès et pendant les premiers mois de son ouverture. C'est un juriste proche de Jackson. Il a travaillé avec lui précisément comme porte-parole lorsque Jackson était à la tête du ministère de la Justice. Et Jackson a une grande confiance en lui, alors même qu'il est relativement ambivalent vis-à-vis de la presse et tout particulièrement vis-à-vis de l'image. Et Gordon Dean va mettre au point ce qu'il appelle donc une campagne d'éducation qui est d'une ambition extrême, puisque il s'agit véritablement de déployer cette campagne avant, pendant et après le procès, et d'utiliser tous les médiums possibles avec des lignes directrices qui sont extrêmement fortes, extrêmement dessinées. Gordon Dean va préparer très soigneusement avec Robert Jackson ses conférences de presse, va véritablement, on dirait aujourd'hui, lui souffler des éléments de langage, tout en s'inspirant de la philosophie générale de Jackson, mais pour que ses discours aient plus de portée médiatique. Et donc, il va vraiment, j'ai retrouvé un document d'une vingtaine de pages dans laquelle il énonce les grands principes de cette campagne, et d'une certaine manière on voit à quel point il y a des thèmes majeurs qui s'en dégagent. Par exemple, il s'agit de mettre en avant le bien fondé du procès en vantant les principes de la justice et de la démocratie américaine. Et pour cette raison, Gordon Dean et Jackson attachent une importance particulière au principe du fair trial, c'est-à-dire d'un procès équitable. Et c'est vraiment le centre, le cœur de leur campagne de promotion qui permet à la fois d'éclairer leur vision de la justice et dans le même temps évidemment de promouvoir la grande démocratie américaine. Le film Let Justice Be Done met en avant les pères fondateurs de la nation américaine. Il s'agit vraiment d'utiliser Nuremberg comme une vitrine internationale, à tel point que Gordon Dean précise que si cette campagne d'éducation échoue, il vaudrait mieux que le procès n'ait pas lieu. Donc là, on voit clairement que c'est pas du tout un enjeu accessoire et secondaire, c'est véritablement au cœur de la stratégie américaine, et c'est pour cela que les Américains aussi ont choisi de juger ces criminels, parce que c'est véritablement la possibilité unique d'administrer cette grande leçon sur la guerre, sur la justice et sur les valeurs américaines. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Cette émission, je vous le rappelle, est co-présentée avec Histoire et Civilisation. N'oubliez pas que Storia Voce reste une association. Si vous souhaitez nous aider, eh bien, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site storiavoce.com contre un don. Eh bien, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Je reçois Sylvie Lindeperg, auteure de Nuremberg, la bataille des images, paru chez Payot. Nous avons évoqué au cours de cette première partie d'émission donc l'avant-procès, la mise en scène. Pourquoi Nuremberg? Pourquoi avoir choisi cette ville de Nuremberg? Alors, le choix de la ville de Nuremberg s'est fait d'abord contre la volonté des soviétiques de choisir Berlin, qui leur paraissait assez légitimement comme la ville idoine, puisqu'elle était divisée entre 4 zones d'occupation pour chacun des 4 alliés. Et les Britanniques craignaient par-dessus tout
que le procès ait lieu en zone soviétique. Donc ils ont immédiatement poussé les Américains à faire des propositions de villes en zone d'occupation sous le contrôle des États-Unis. Et parmi les villes candidates, Jackson a retenu en effet celle de Nuremberg pour toute une série de raisons. D'abord des raisons logistiques. Nuremberg était une sorte de carrefour ferroviaire qui permettait aux Alliés de rejoindre facilement cette ville depuis les grandes cités allemandes. L'aéroport était à quelques kilomètres seulement de la ville. Par ailleurs, si la ville était détruite à 90%, son palais de justice était encore debout. Il avait souffert de quelques bombardements, mais la toiture seulement était endommagée. Et enfin, il y avait à côté du palais de justice une prison attenante qui pouvait accueillir les accusés, les témoins et éviter que ceux-ci soient conduits par convoi et arrivent devant la porte du tribunal. Donc pour des raisons de sécurité, c'est extrêmement commode. Et bien évidemment, il y avait aussi un enjeu symbolique, mais il faut rappeler que ce sont ces éléments, je dirais, matériels, logistiques et politiques qui ont d'abord conduit Jackson à proposer la ville de Nuremberg. Et enfin, bien évidemment, symboliquement, c'était la ville des grands congrès nazis où Hitler réunissait ses fidèles dans le grand stade. Et pour Jackson, évidemment, c'était un argument de plus pour choisir Nuremberg, la ville des nazis qui devenait la ville de la justice et du châtiment. Alors, votre livre, c'est bien la bataille des images, et dans les images, la mise en place de ce que vous appelez l'architecture du drame est très importante. En quoi la conception même de la salle d'audience peut éclairer notre sujet ? L'architecture d'un prétoire est fondamentale parce que un prétoire, c'est à la fois un lieu matériel et symbolique. Le choix de l'agencement des places, la taille des fauteuils, la répartition entre le public et la presse, tout ceci nous donne déjà une lecture de la conception de la justice qui va être promue dans cette enceinte judiciaire. Par ailleurs, l'architecture de Nuremberg est tout à fait fondamentale pour comprendre les enjeux qui ont trait à l'image. En effet, l'architecte, le jeune architecte de l'OSS qui a travaillé sur l'aménagement du prétoire, avait à l'origine, avait pour guide la répartition spatiale habituelle des cours de justice américaines, en droit anglo-saxon, et dans le même temps, il avait deux missions qui consistaient à faire d'abord entrer un nouvel acteur, qui était précisément l'écran sur lequel seraient projetées les photographies, les films, les plans, les graphiques. Et il a longuement réfléchi à la manière d'introduire cet écran. Et il a finalement une idée extrêmement audacieuse, puisqu'elle consistait à placer l'écran au centre des débats, face au public et à la presse, à l'endroit qui est généralement dévolu à la cour, et qui est véritablement le point focal de tous les regards. C'était une manière d'affirmer très fortement que les images allaient jouer un rôle d'agent au même titre finalement que les autres protagonistes du procès. Donc ça, c'est une grande originalité de Nuremberg. Le deuxième point est tout aussi intéressant parce qu'il s'agissait pour l'architecte, dans une salle qui était très petite, de faire de la place pour ce grand procès et dans le même temps de dessiner des emplacements fixes pour les opérateurs et pour les photographes. Et là, on rejoint le principe fondamental de Jackson qui consistait à mettre en avant l'équité du procès. Il craignait que les photographes avec des flashs, les opérateurs se bousculant dans cet espace sacré qu'est le prétoire, créent du désordre et précisément
finalement écorne cette image d'un procès équitable. Et donc il a demandé à ce que les opérateurs et les photographes n'aient pas le droit de bouger. Et l'architecte a donc construit des cabines insonorisées, vitrées, dans lesquelles ils étaient consignés. Alors justement, il y a les images qui sont projetées, on va y revenir après, notamment dans leur nature probatoire, mais il y a aussi le fait que le procès soit filmé. C'est une chose qui a été débattue, qui a été acceptée par tous. Est-ce que les Britanniques, là aussi, ont eu une forme de réserve ? Alors c'était effectivement difficile de réunir autour de ce principe des pays qui avaient des traditions de filmage totalement différentes, voire même opposées. Dans le cas des Britanniques, ils avaient interdit dès le début des années 20 la présence des photographes et des opérateurs dans leurs enceintes. Il s'agissait de préserver la dignité de la justice. Et pour les Britanniques, elle ne pouvait être compatible avec la présence des hommes d'image dans les prétoires. Dans le cas des soviétiques, il y avait évidemment une très grande tradition de filmage des procès depuis les années 20, auxquels avaient participé de grands cinéastes, je pense à Dziga Vertov par exemple, et les soviétiques filmaient vraiment dans le cadre d'un genre qui était le film de procès, qui avait pour fonction de déployer dans les salles cette vision de la justice rendue au nom du peuple, et dans ce cadre-là, il y a un genre qui se met peu à peu en place dès les années 20 et qui va se perfectionner dans les années 30 autour notamment des grands spectacles de la terreur stalinienne. Restent les Français qui avaient l'habitude de faire filmer les procès par les actualités et qui filmaient les audiences en muet, dans un style propre à la presse filmée, c'est-à-dire en filmant peu, mais essentiellement les moments les plus tendus et les plus dramatiques. Et enfin, les Américains étaient dans une position intermédiaire, puisque ils avaient longtemps filmé les procès, comme les Français l'avaient fait, mais il y a eu quelques affaires célèbres, extrêmement médiatisées, qui ont tourné véritablement au chaos médiatique, et en particulier le procès de l'assassin de l'enfant du célèbre couple Lindbergh, qui a été l'occasion de débordements médiatiques tels que, à la suite de ce procès, il a été décidé de proscrire les opérateurs et les photographes des prétoires. Donc, on a 4 pays qui n'ont pas du tout la même position sur le filmage des procès, et on peut s'étonner d'ailleurs que les Américains aient décidé finalement de filmer Nuremberg. Ils le font parce que précisément ils ont conscience que le procès doit être transmis par la presse filmée, doit permettre de réaliser des films, et que cette transmission jeune génération pourra être d'autant plus importante qu'elle passera par l'image. Et les Américains vont réussir sans trop de difficulté à convaincre les Soviétiques et les Français, mais avec les Britanniques, c'est beaucoup plus complexe. Ils finissent par accepter, mais le président de la Cour, Geoffrey Lawrence, fera tout pour limiter la liberté des opérateurs et pour faire en sorte que le prétoire de Nuremberg ne devienne pas un plateau de cinéma. Tout est filmé ou certains moments du procès ne sont pas filmés? Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est 10 mois le procès. Le procès s'ouvre le 20 novembre 1945. Il dure 10 mois. Tout n'est pas filmé. Non, loin de là. Loin de là. S'il avait été filmé, on aurait eu des centaines d'heures. Et on en a, côté américain, une trentaine. Côté soviétique, à peu près la même chose, puisque les soviétiques ont eux aussi envoyé une équipe sous la direction de Roman Carmen. En revanche, l'équipe américaine, alors cette équipe américaine, ce n'est pas l'équipe de John Ford, la Field Photographic Branch, mais une équipe du Signal Corps qui était composée de caméramans militaires et qui vont être présents pratiquement tous les jours dans l'enceinte, dans le prétoire, mais filmer très peu. Alors, pour toute une série de raisons,
D'abord parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques qui permettaient de filmer intégralement un procès. Le premier procès filmé intégralement le sera en vidéo, et c'est le procès Eichmann en 1961. Ils souffraient de pénurie de pellicules et devait donc choisir les moments où il serait présent dans le prétoire. Il y avait un turnover assez compliqué puisque 3 équipes différentes filmaient, une équipe constituée d'opérateurs d'actualité des pays occidentaux, l'équipe des soviétiques qui avait tenu à faire un tournage séparé, et enfin l'équipe américaine. Donc on se relayait dans les box, dans les installations, et enfin il y avait des difficultés considérables qui étaient liées au problème de lumière. En effet, pour tourner, à l'époque en tout cas, il fallait des projecteurs très puissants. Les Américains avaient promis aux Britanniques, très inquiets, qu'ils mettraient des rampes de spot et que tout irait bien et qu'ils n'auraient pas besoin de projecteurs. En fait, les essais ont été décevants et les Américains sont donc contraints d'installer des projecteurs extrêmement puissants qui, dès le premier jour, vont gêner les juges parce que ces projecteurs chauffent la salle et éblouissent les yeux des participants, y compris d'ailleurs les accusés. Tout le monde aura remarqué que une partie des accusés portent des lunettes noires. Alors on a souvent dit que c'était parce que ils s'ennuyaient, qu'ils voulaient lire. Alors certains lisaient effectivement pendant les audiences, mais ils étaient aussi gênés par ces lumières et donc se protégeaient des éclats vifs de ces projecteurs. Donc le président Lawrence va décider de limiter la liberté des opérateurs et leur demande, dès les premiers jours du procès, à ce qu'ils obtiennent une autorisation pour ouvrir ces projecteurs. Et ça donnait à Lawrence, au président de la Cour, un pouvoir considérable sur ce qui allait être filmé et ce qui ne le serait pas. Et les opérateurs américains se plaignent en permanence, les opérateurs d'actualité aussi, de ce que ils ne peuvent pas filmer en continu parce que très vite, Lawrence leur demande d'éteindre leurs projecteurs. Et on remarque par ailleurs que le président de la Cour était soucieux de faire éteindre les projecteurs au moment les plus intenses, ce qui évidemment faisait pas l'affaire de la presse filmée. Le président va également, pour d'autres raisons, interdire aux opérateurs de filmer l'énoncé des sentences individuelles des accusés. Donc toute une série d'événements clés du procès Nuremberg n'ont pas été enregistrés, n'ont pas été filmés. Alors je reviens aux images qui, elles, sont diffusées justement. Est-ce que ces images ont une nature probatoire? Est-ce qu'elles vont être utilisées? Est-ce qu'on sait dans le jugement quel rôle ces images ont joué, au même titre, je sais pas, qu'un document écrit ou des correspondances, que sais-je encore? Alors c'est une question extrêmement complexe. Les juristes américains eux-mêmes n'avaient pas la même vision du rôle que pourraient jouer ces films projetés à l'audience. Pour les uns, de fait, et notamment pour l'équipe de Donovan, il y avait cette idée que les images étaient des preuves d'un type nouveau. Mais pour d'autres, c'était plutôt une illustration, une espèce de résumé du dossier d'accusation. Pour d'autres encore, comme Robert Jackson, et notamment pour les images allemandes, il y avait cette idée que les images permettaient une sorte de reconstitution judiciaire. On verrait sur l'écran les grands dignitaires nazis refaire les gestes et redire les mots qu'ils avaient prononcés pendant la période de guerre. Et puis enfin, pour quelqu'un comme Donovan, les images étaient essentiellement, ou les films avaient essentiellement une fonction dramaturgique. Et on peut dire que c'est plutôt cette fonction-là qui l'a emporté au moment notamment des projections américaines. Parce que pour faire de l'image une preuve, il faut d'une certaine manière d'abord la traduire dans un langage judiciaire, il faut la raccrocher à un récit, qui est évidemment le récit construit par l'accusation, et il faut enfin la raccrocher à un individu,
à un accusé. Et c'était là, bien évidemment, la difficulté. Quand on montrait les images des camps, le premier film projeté par les Américains, le 29 novembre 1945, qui s'appelle Nazi Concentration Camps, qui était donc un montage des images tournées par les Alliés dans les camps de concentration, a été un choc, a été un moment dramaturgique majeur, mais dans le même temps, n'a pas permis d'incriminer tel ou tel accusé. Ça a été plus le cas d'ailleurs de certaines photographies prises pendant la période nazie, par exemple celle de Kaltenbrunner dans le camp de Mauthausen. Pour les films, ça a été plus complexe. Et par ailleurs, les Américains attachaient une importance considérable à un film pour lequel ils ont déployé des efforts considérables, qui s'appelait The Nazi Plan. C'était un film de plus de 4 heures, de près de 4 heures, presque 4 heures, qui réunissait toutes les images qui avaient été exhumées par la Field Photographic Branch sur le territoire allemand. Et il y avait notamment de très nombreux extraits du film de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la volonté. Et pour les Américains, ce film devait avoir une importance décisive, puisque là, on voyait les accusés nazis du temps du régime hitlérien. Et cela devait permettre de les incriminer. Dans les faits, notamment pour Jackson, il s'agissait de mettre en avant le crime de complot en vue des guerres d'agression. Et dans les faits, lorsque le film a été montré, projeté sur les écrans, eh bien, les accusés nazis, loin d'être accablés comme ils l'avaient été au moment de la projection des images de la libération des camps, se sont rengorgés. C'était le cas notamment de Göring, mais aussi de Speer, qui contemplait ces grandes constructions architecturales à Nuremberg, et finalement ont été ravis de se revoir au temps de leur splendeur. Et l'effet dramaturgique du film a été complètement court-circuité. Et j'ai envie de dire que la plupart des images qui avaient été rassemblées ici étant des images publiques, il n'y avait pas de découverte fondamentale qui permettait finalement d'apporter des pièces décisives au dossier de l'accusation. Pour les photographies, il y a eu des moments plus importants, et il y a eu aussi un film qui, lui, a véritablement joué un rôle important pour incriminer l'un des accusés, qui était l'ancien président de la Reichsbank, Walter Funk, et qui avait été tourné par les Américains dans les coffres de la banque centrale allemande à Francfort. Et ce film-là n'a pas été projeté au tout début de l'audience pour étayer le dossier d'accusation, mais véritablement au moment de l'interrogatoire de Funk, dans des conditions extrêmement étonnantes où les Américains n'ont pas fait preuve, je dirais, d'une grande rigueur, mais la vérité, la puissance des images ici a été tout à fait considérable et a finalement emporté l'adhésion de la salle, et Funk s'est trouvé tout à fait accablé par ces images qui avaient été un peu sorties de leur contexte. Donc on rencontre différents cas de figure dans les films qui ont été projetés par les Américains. Rien de totalement décisif, mais un rôle quand même très important du point de vue de la dramaturgie. Alors justement, il y a bien d'autres sujets que je souhaiterais voir, mais malheureusement le temps va nous faire défaut. Il y a notamment les journalistes. Vous parlez de l'accréditation des journalistes, du rôle des journalistes pendant le procès. Vous évoquiez Göring qui se croit lui aussi au théâtre. Donc je renvoie nos auditeurs à votre livre, donc Nuremberg, la bataille des images. Peut-être l'après-procès. Quel regard rétrospectif a porté Jackson sur ce procès? Est-ce qu'il a eu des regrets ou au contraire, voilà, il est resté sur cette ligne morale, rédemptrice qu'il s'était posée avant, dès 1944? Jackson était convaincu d'avoir fait les bons choix d'un point de vue juridique, et était convaincu aussi que le crime d'agression était le crime majeur. Et dans le même temps, il se faisait des reproches parce que
précisément, l'immense, la grande campagne d'éducation américaine avait été un relatif échec, et il n'y était pas pour rien. C'est-à-dire que Jackson n'a pas eu, à part son immense discours du 21 novembre 45 a vraiment été un grand moment d'éloquence, n'a pas su véritablement incarner son rôle sur la scène, et cela s'est vu particulièrement au moment où il était confronté à l'accusé vedette, qui était le maréchal Göring, qui lui était un acteur né et qui, pendant son contre-interrogatoire par Jackson, a eu incontestablement le dessus. À la suite de cet échec, Jackson a été très violemment critiqué et moqué même par la presse, et il s'est complètement détourné des journalistes à un moment même où Gordon Dean était rentré aux États-Unis, et d'une certaine manière, il a désamorcé lui-même, il a rompu cette possibilité de faire porter par la presse les valeurs qu'il avait défendues tout au long du procès. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Jackson avait perdu la bataille de la communication, la bataille des images. Semi-échec alors ? Semi-échec parce que d'une certaine manière aussi, les Américains se sont compliqué la tâche en mettant au cœur du procès la question de l'équité, ce que ne faisaient pas évidemment les Soviétiques, qui s'en souciaient fort peu. Et d'une certaine manière, le cœur de la propagande étant la mise en avant d'un procès équitable et d'un procès juste, ils ont été contraints dans leurs moyens, et la dimension de la propagande n'a pas pu l'emporter comme elle l'emportait dans le cas de la justice soviétique. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Lindeperg pour ce récit absolument passionnant. Donc Nuremberg, la bataille des images, un ouvrage paru chez Payot. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com et sur le site de notre partenaire Histoire et Civilisation. Il faut s'abonner à Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et bonne semaine à vous.